Merci beaucoup Olivier Villeneuve pour cette introduction. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour ce webinaire qui est organisé conjointement par le magazine Hors Site et par Stelligent ArcelorMittal. Alors j'espère que tout va aller bien de votre côté parce que moi j'ai des petits problème de bande passante et de connexion. Ça ne m'arrive pas souvent, mais l'essentiel, c'est que vous puissiez m'entendre. Alors, on va le voir, l'acier est un formidable matériau de construction recyclable, produit par des industriels. Les éléments en acier sont des composants naturels dans l'univers de la construction hors site, 2D, 3D, et il offre aussi une solution décarbonée. C'est le thème de ce webinaire ce matin. Il a de gros atouts et pourtant encore, il est peu développé, en particulier en France. C'est ce qu'on va voir. Alors, je vais les représenter, même si Olivier vous a déjà présenté, avec Olivier Vassar. Bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. Donc, CEO de Stelligent ArcelorMittal. Peut-être quelques mots pour vous présenter un peu plus longuement? Oui, donc voilà, je m'appelle Olivier Vassar. Donc, de formation, je suis ingénieur polytechnicien avec une spécialité en construction et en environnement. Donc, j'ai fait jusqu'à présent toute ma carrière au sein d'ArcelorMittal, où j'ai commencé dans les services de recherche et développement pendant plus de 10 ans. Et ensuite, j'ai rejoint la partie opérationnelle où j'ai pris en charge la division Stelligent qui regroupe en fait les solutions constructives et les produits de construction que l'on vend sur le marché de la construction dans l'Europe et en Amérique du Sud. Et alors, oui, évidemment, vous allez nous parler de ces atouts de l'acier dont je parlais. On aura également Pascal Chazal, CEO de Patch Conseil et du magazine Hors Site et de Campus Hors Site aussi. Quelques mots pour vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Bonjour Nathalie. Alors moi je suis plutôt un homme du bois, curieusement, puisque j'ai commencé ma carrière par la création de l'entreprise Ossabois que j'ai dirigée pendant 30 ans et qui est devenue un des leaders de la construction bois en France. Mais depuis 2017 maintenant, je développe le groupe Hors Site. Et le groupe Hors Site, en fait, c'est 3 activités. Une activité d'information avec le magazine Hors Site, une activité de formation avec le campus Hors Site, et puis une activité de conseil avec Patch Conseil. Et en fait, nous accompagnons le mouvement vers la construction hors site. Et la construction hors site, eh bien, c'est multimatériaux. On peut faire de la construction hors site avec du bois, mais bien entendu avec de l'acier, et puis même avec du béton et d'autres matériaux comme les matériaux biosourcés par exemple. Voilà. Et donc c'est surtout. Alors on va. Juste pour terminer, c'est surtout effectivement cette vision de la construction hors site, de l'industrialisation et de la préfabrication que nous allons partager aujourd'hui avec vous. Exactement, on va voir ça. Et puis je vais présenter quand même Rory Berging. Hi Rory, donc qui est architecte associé au cabinet britannique HTA Design LLP et qui nous parlera dans un instant. You will introduce yourself in a few minutes because we will speak English all together, and you present an emblematic project, the Crown Down Project. Donc il va présenter un projet emblématique également en images qui est un record modulaire en hauteur pour montrer que c'est possible à réaliser. Donc thank you very much and I will talk with you in a few minutes. Donc nous allons commencer, je vais me retourner vers vous si je puis dire Pascal Chazal pour en savoir un peu plus, parce que là on parle de hors-site, mais finalement qu'est-ce que c'est que le hors-site et quels sont ses atouts? Tout à fait Nathalie. Alors je vais commencer par cette petite slide qui m'interpelle en ce qui me concerne. Vous voyez sur la gauche l'Empire State Building qui a été construit dans les années 30. Il a fallu 13 mois pour construire l'Empire State Building. Ça veut dire qu'on était capable de construire un étage par jour pour la construction de cet emblématique bâtiment. Sur la droite, c'est une tour qui est de taille sensiblement équivalente, qui est à Washington, et qui a été livrée en 2015, et on a mis en fait 5 ans pour construire cette tour. Comment se fait-il qu'on ait besoin aujourd'hui de 5 fois plus de temps que dans les années 30? Eh bien, en fait, les bâtiments d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec les bâtiments d'il y a seulement une quarantaine d'années. Les bâtiments sont devenus d'une très très grande complexité pour bien sûr satisfaire nos besoins en termes de confort,
mais également de réduction d'énergie pour répondre aux problématiques environnementales. Et les bâtiments sont devenus d'une très très grande complexité. Et finalement, on continue à avoir les organisations et les méthodes qu'on avait quand les bâtiments étaient simples il y a une quarantaine d'années. Et ça se traduit aujourd'hui par une baisse dramatique de la productivité dans le monde de la construction. Et une des solutions qui est mise en avant aujourd'hui pour essayer de vraiment améliorer les choses, eh bien, c'est effectivement la construction hors site. Alors, qu'est-ce que ça veut dire construire hors site? Eh bien, finalement, c'est transférer des heures qu'on a l'habitude de faire sur le chantier dans un atelier, dans une usine, dans un environnement qui va être plus confortable, plus agréable qu'un chantier. Et surtout un environnement dans lequel on va pouvoir mettre en place des méthodes, mettre en place des outils qu'on ne pourra jamais avoir sur un chantier. Et donc, la construction hors site est reconnue comme étant vraiment la voie de progrès du monde du bâtiment. Mais ce que je voudrais exprimer ici, c'est qu'on a souvent tendance à penser que c'est une affaire de technique et que finalement, au lieu d'utiliser du béton, on va utiliser de l'acier ou du bois. Et puis, au lieu de faire sur le chantier, on fait dans une usine. Sauf que c'est un changement énorme, et notamment sur le plan culturel. Parce que quelque part, aujourd'hui, la manière de concevoir et de construire des bâtiments, elle est tournée vers le chantier. Elle n'est pas du tout tournée vers la préfabrication et vers les usines. Et donc, il faut vraiment comprendre que si on veut bien réussir, en fait, il va falloir apprendre à, comment dirais-je, à construire des bâtiments dans lesquels on va intégrer des éléments qui vont être fabriqués en usine efficacement. Et quelque part, la construction hors site, c'est l'idée de créer une passerelle entre le monde de l'industrie et le monde du bâtiment. Et si on caractérise les deux, le monde du bâtiment, c'est quelque part un monde où on va réaliser un prototype à chaque fois qu'on fait un bâtiment. Et on est très fort pour ça. Alors que le monde de l'industrie a compris que la réussite venait avec la standardisation et l'amélioration continue. Et donc, si on veut réussir l'industrialisation de la construction, eh bien, il faut quelque part utiliser les bonnes méthodes industrielles pour produire efficacement en usine des éléments qu'on va ensuite intégrer dans nos bâtiments. Et il y a quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la réussite de toutes les industries, ça s'appuie sur deux mots qui sont le mot répétitivité et le mot volume. Alors, ici, je vous montre deux voitures, une magnifique Lamborghini sur la droite qui coûte 500 000 €, et puis une très très belle BMW série 4 qui coûte 10 fois moins cher. Alors pourquoi est-ce qu'elle coûte 10 fois moins cher? C'est pas parce qu'elle est 10 fois moins bien, c'est qu'elle est produite à 100 000 exemplaires par an, là où la Lamborghini est produite à 100 exemplaires par an. Donc dans toute industrie, le volume fait le prix. Et donc il faut apprendre à quelque part trouver dans ce que nous faisons tous les jours ce que l'on appelle dans l'industrie les standards. Et les standards, c'est pas un gros mot. Les standards, c'est quelque part, c'est la meilleure façon de faire qui est connue à ce jour. Ça, c'est la définition qu'on trouve, par exemple, dans le lean manufacturing. Alors, est-ce qu'il est possible de trouver des standards dans notre production de bâtiments alors que on cherche à faire, bien sûr, à chaque fois un bâtiment parfaitement adapté à son environnement? Alors, je vous montre simplement un petit exemple ici d'un travail que nous avons fait en accompagnant un de nos clients sur un projet qui est un très beau projet d'une résidence étudiant de 130 chambres. Et cette résidence avait été dessinée avec l'envie de la réaliser en construction modulaire. Mais le client n'y arrivait pas, le budget était trop élevé quand ils ont eu terminé leur projet. Ils ont lancé une consultation et le budget était trop élevé. Et en fait, on a travaillé avec eux et on leur a fait remarquer que, en fait, ils n'avaient pas utilisé la rationalisation pour la préfabrication en usine et ils n'avaient pas recherché finalement cette répétitivité qui permet d'avoir un volume important pour l'industriel. Alors, par exemple, ici, on avait un bâtiment, vous voyez, on a l'impression que les chambres sont toutes les mêmes. Eh bien, en fait, on avait 22 typologies de chambres différentes. Pourquoi?
parce que dans le monde du bâtiment, on a l'habitude d'optimiser plein de choses. On optimise la section de l'acier, l'épaisseur de la dalle, la section des tuyaux, la section des câbles, les épaisseurs de poteaux, etc. Mais quelque part, on ne cherche pas à optimiser l'objet chambre. En l'occurrence, ce qu'on veut fabriquer ici en usine, c'est l'objet chambre. Eh bien, pour réussir industriellement, il faut optimiser. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et sur le plan de droite, ici, vous voyez, on a réussi à réduire à seulement 4 typologies de chambres. Et donc, on a relancé une consultation sur ce projet et on a réussi à gagner 1 million d'euros. Donc, vous voyez, industriellement, si on ne comprend pas qu'il faut réduire le nombre de typologies, eh bien, en fait, on n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment ce qui est tout à fait nécessaire de comprendre. Si on veut aller vers l'industrialisation de la construction, il faut apprendre à rechercher quelque part cette fameuse standardisation et cette fameuse répétitivité. Donc, voilà, donc c'était important de le rappeler. Vous voulez dire quelques mots sur les clés du succès? Voilà, avant que je passe la parole à Olivier, je sais que vous êtes plein d'entrain, Pascal, sur ce sujet. Oui, en fait, simplement, peut-être quelques clés de succès pour aller vers la construction hors site. Eh bien, il faut apprendre à penser préfabrication plus que chantier. Il faut arrêter je dis souvent, de réinventer l'eau chaude. Par exemple, sur cette résidence étudiante, on a 22 typologies de chambres. C'est pas pour faire 22 typologies de chambres, c'est parce qu'on n'a pas eu à cœur avoir un minimum de chambres. Donc, il faut prendre ça en compte. Il faut pas opposer le bâtiment et l'industrie. En fait, je pense qu'on va apprendre de plus en plus à intégrer dans nos bâtiments des produits à forte valeur ajoutée fabriqués par des industriels. Et quelque part, c'est apprendre à concevoir des bâtiments spécifiques à partir de composants produits efficacement en usine. Et ça va beaucoup passer par la collaboration des acteurs. Et puis les deux petites images qui sont en bas, vous voyez, aujourd'hui, pour construire une maison, il faut à peu près 1000 heures hommes pour pouvoir construire une maison qui coûte, allez, on va dire 100 000 euros. Et pour produire une voiture qui coûte 20 000, il faut seulement 25 heures hommes de travail. Donc, vous voyez le gap et la différence absolument considérable qu'il y a entre les deux. Donc, apprenons de l'industrie pour être capable de faire des bâtiments de meilleure qualité, plus vite et moins cher pour nos clients. Bon, parfait, on a posé le cadre avec vous, hein, Pascal Chazal. Vous êtes près d'une centaine là, à nous suivre ce matin. Je vois que des questions commencent à arriver. On va prendre un temps de questions vers la fin. Et je vous invite, vous avez vu sur le côté, il y a plusieurs onglets, un chat, questions. Merci de les poser dans les questions, parce que ça sera plus simple à centraliser après que dans le chat qui se défile, puisque beaucoup nous disent bonjour. Et vous pourrez peut-être poser vos questions directement en anglais. Évidemment, on peut faire une traduction à Rory Berging, mais ça sera peut-être plus simple pour isoler tout ça. Donc là, on a bien compris les atouts du hors-site. Donc l'acier, hein, dans tout ça. Olivier Vassart, je vous passe la parole. L'acier, le hors-site, quel rôle peut-il jouer? Oui, voilà. Donc, est-ce qu'on peut mettre le slide en background? Bon, l'acier et la préfabrication et l'acier et le hors-site, je dirais, c'est une très longue histoire. Le hors-site fait partie de l'ADN de la construction acier. Comme l'a montré Pascal, en 1931, l'Empire State Building, il a été fait en acier. Il était totalement réalisé avec des éléments préfabriqués qui sont assemblés sur site. Donc, vraiment, l'ADN, je dirais, de notre matériau est lié à la préfabrication. Alors, quand on pense acier, il ne faut pas seulement penser à… Ici, on voit une structure en acier. Il ne faut pas seulement penser à l'acier dans les structures. On utilise l'acier dans tous les volets du bâtiment. C'est-à-dire qu'on l'utilise dans les structures, bien sûr, mais on l'utilise dans les planchers, on l'utilise dans les façades, on l'utilise dans tout ce qui est système de ventilation, dans tout ce qui est aménagement intérieur, faux plafond, faux plancher. Et pour tous ces éléments, la fabrication hors site est la base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voyait peut-être ça au début du 19e siècle ou au milieu du 20e siècle, je dirais des constructeurs, même si je prends des halls industriels, des constructeurs qui découpaient des tôles de façade sur chantier pour les adapter. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus. Aujourd'hui, tous les éléments arrivent
empaquetés, calibrés, positionnés pour être pris dans l'ordre pour utiliser le calpinage du bâtiment. Donc, toute cette préfabrication hors site fait partie de notre daily business. Alors, beaucoup de gens, et on y reviendra tout à l'heure, beaucoup de gens assimilent le hors-site au modulaire. C'est clair que la construction modulaire, c'est pour moi l'aboutissement du hors-site. C'est-à-dire, c'est le niveau de préfabrication, je dirais, ultime. Pourquoi? Parce que les éléments arrivent en entier, entièrement équipés, avec juste prêts à être posés sur site. Mais le hors-site, c'est pas seulement la construction modulaire, c'est, comme l'a dit Pascal au départ, c'est faire passer au volet industriel toute une partie de la construction. Donc, c'est réaliser de la pré-construction, standardiser des éléments. Et de nouveau, standardisation ne veut pas dire boîte à chaussures. Il faut que les gens comprennent qu'on peut standardiser les éléments d'un bâtiment pour pouvoir les faire et les préfabriquer de manière industrielle et avoir des architectures complexes. Alors, on l'a vu aussi, si on peut revenir sur le premier slide, la crise sanitaire sans précédent que nous avons subie nous a montré que les chantiers sur lesquels il y avait beaucoup plus de préfabrication étaient beaucoup plus résilients aux nouvelles normes sanitaires, à la crise du Covid, que les chantiers plus traditionnels où une grande quantité de main-d'œuvre est nécessaire sur site. Donc, un des autres avantages de la préfabrication est de réduire de manière significative la main-d'œuvre nécessaire sur site. Alors, ça ne veut pas dire diminuer l'emploi, ça ne veut pas dire avoir moins d'emplois dans la construction. Aujourd'hui, en France, tous les majors de la construction sont dans la même situation. On ne trouve plus de main-d'œuvre qualifiée sur site. Donc, on doit essayer au maximum de réduire ce besoin en main-d'œuvre qualifiée sur site en allant vers la préfabrication. Donc, voilà un peu. C'est une bonne introduction et vous avez commencé à parler de standardisation, de préfabrication. Ouais. On parlera un peu plus en détail sur d'autres points. C'est pas toujours évident parce qu'il y a un petit temps de connexion. Oui, bien sûr. Il y a toujours un temps de connexion entre les deux. On va parler plus en détail, mais justement, on voit tous les atouts et pourtant, l'acier, c'est très courant aux États-Unis, en Angleterre, hein, notamment voilà, en hors-site, peu encore en France. C'est pour ça qu'on voulait avoir un exemple du côté de la Grande-Bretagne avec Rory Berging. You are with us, Rory? Yes, architecte associé au sein de HTA Design LLP. You've been building modular 12 years. That's it. Why this choice? Well, we were interested in the benefits that Pascal has already talked about: the speed, the standardization, but also the quality. Traditional construction and contracting here in the UK doesn't have a great reputation for high quality, or if it does, it's very expensive. So marrying the two issues of standardization and higher quality seems to us to be a beneficial approach. As housing architects, we care about houses and housing and where people live. We've spent many years working on projects built quickly from standardization in the 50s and 60s, 70s, which failed. So it's important not to repeat the mistakes of the past. It's important to learn from the past, and building high quality places, sustainable places that people will enjoy and will last for a long time is super important. Okay, so you will specifically talk about a project, the Crown Dome project, with a world record for modular construction in high, very high. You have some presentation and some
photos to show us because it's important? Yeah, so this is the latest building we've completed, and this took about 3 years to construct. So it's 550 approximately apartments for rental. And this is for a developer called Greystar, an American multi-family rental business. And for them, speed of delivery and quality were very important because they're building a product which is relatively standardized and which will be rented again and again and again over its lifetime. So it has to maintain its quality, it has to maintain its attractiveness, and so on. And it's a tall building. It's beside a railway station in the south of London, so it's a very sustainable location for people to travel into the center of London to work. It is 44 stories, so there are two buildings side by side, 44 and 36 stories, which are, so the 44 is slightly taller than the other tall building in Singapore, which is built by Bouygues, and is currently the tallest modular structure in the world. We're currently constructing one next door to it, which will be taller again, another 5 stories on top of that. So you can see here in the imagery the traditional cores. So the cores are built with traditional construction concrete, and then the modules are craned into place and connected back to the core. The repetition that Pascal was talking about is achieved here by verticality. So everything that's vertical is the same. So you have 36 stories on one building and everything that's vertical is the same. And on the 44 stories, everything that's vertical is the same. So even if you have every room different on the plan, there are 36 or 44 of them. And that repetition means that factory production is efficient. So, as I said, we finished this, the building was finished in about 2.5 years, and then the pandemic delayed the opening by several months because of certification delays and so on. People weren't available, etc. It's a wonderful building. We're very proud of it. It's on a very, very prominent location. You can see here that some of the aspects of the construction process, because it's so much is made in the factory, that the construction can happen in parallel. So while we're installing modules on the top, we're preparing the facade here for the facade cladding, and here we're actually installing the facade. So you can see the prefabricated facade being assembled in large panels. That's an Austrian product, a glazed terracotta tile. So relatively lightweight construction. In our research so far, the suggestion is that these buildings are about 40% less energy intensive to construct than traditional construction. Now we don't have much research on this yet, but that's the first results. We're currently doing some more research into this question, and we would welcome input on that question from partners around the world, because we need to reduce the amount of energy it takes to build buildings as well as how much energy they use when they're constructed. So we're quite excited about the potential of using factories to reduce the energy in construction. You can see here the complicated facade. So again, even though this is prefabricated, it's still quite complex, but the complexity is repeated. So similar elements of the facade go up quite a lot of the building, but each facade of each building is slightly different. But again, like the apartments, the repetition is there in the number of units and the tall buildings. It's useful to think about costs. Here, the advice from the contractor and developer is that when you get to buildings of this scale, that costs are very similar to traditional construction, maybe even a little cheaper because of the repetition and speed. Whereas in our experience, smaller projects are a little more expensive with offsite construction, but the speed brings back some of that money. So if it's a rental project, then the speed brings back some more rental income. And also the borrowing costs are lower because you're borrowing the finance for the project for a shorter period of time. So it's important not to think about this as a single cost
but to think about it as in terms of the business case for the project. So okay. I've got a question now who is coming, and I will ask you from the audience. What is the height between the two floor levels? The height between the two floor levels, it's about 3.1 meters. So okay. This particular system has a concrete floor. So that concrete floor allows the floor thickness to be quite thin. Also, the manufacturer has been working in this field for 15, 20 years. They're very experienced. They have a lot of history behind them, a lot of experience. So, they have worked their system through many projects. We've built about 10 projects with them, but they have built maybe 30 projects in total, many of them substantial buildings. And just to show the ground floor and the entrance and the rooftop here are part of the project. These are less prefabricated, but designed by us, and sort of provide sort of lobbies, entertainment spaces, and so on for the rental residents. So it's important too that the quality of the building expands out into the public realm, and to provide amenities for the people who live in them. So that's the completed project. It's being rented at the moment, and it's going very well, apparently. Okay, thank you very much. And maybe you can talk a little bit about how you work. Does it change the way you work? You are in a mode, more collaborative mode, as we can say? Well, I think as architects, we tend to be collaborative generally. We're a collaborative type of people. It's our contractor friends who sometimes are a little bit less collaborative. So in this case, there's an intense collaboration, because when you get permission for the building, in this case, we know almost everything about the building. So we spend more time at the beginning of the project than we would with a typical residential project. So the curve of our effort is higher at the beginning than with another project. But then our effort after construction or during construction is much less, because everything is already made in the factory and delivered to site. So we don't need to come to site to check or whatever. We would say that the attitude too of the manufacturer should be collaborative. But also, so should everybody else. So it's very important that the whole team works together very closely on this. And we strongly believe that this is not a type of activity to do on a single project, but to do on multiple projects, because it's a change. It's a big change. It's a big difference in the way of doing things. So my advice would be, don't do one project. Plan to do 5, 6, 7, 8 projects, and even if the first one or second one is difficult, keep going. It will be worth it. Okay, thank you. I've got another question for you, but we will go on the webinar, and after I will ask all the question, because your project is very interesting and there are a lot of questions. Thank you very much, Rory Berguing. Donc, je repasse en français et je me tourne vers Pascal Chazal. Donc, un projet qui est vraiment emblématique, qui est un record du monde, on le disait, qui est une bonne illustration du sujet dont vous parliez un peu en introduction, de la standardisation. Oui, tout à fait. Et moi, j'apprécie vraiment beaucoup le travail qui est réalisé par HTA. Qui effectivement construit en modulaire depuis une douzaine d'années maintenant. Ils en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont fait beaucoup de projets et de bâtiments qui sont d'une très grande qualité architecturale. Et c'est vrai que quand on parle de construction hors site, et en particulier de construction modulaire, Olivier Vassart le disait tout à l'heure, on peut penser que ça va ressembler à des boîtes à chaussures empilées les unes sur les autres, et que l'architecte quelque part peut perdre
sa légitimité et sa place. Et je trouve que HTA, bien au contraire, montre tout à fait la place de l'architecte complètement indispensable, bien sûr, dans la construction et peut-être encore plus, justement, avec de la construction hors site et de la construction modulaire. On ne perd pas son âme quand on est architecte et qu'on va travailler sur de la construction industrialisée, bien au contraire. C'est peut-être un nouveau langage. C'est surtout de nouvelles manières de travailler encore plus collaboratives. Je crois que Rory l'a bien exprimé. Rory souvent parle de standardisation et j'ai le souvenir d'une de ses phrases un jour où on échangeait et il me disait c'est parce qu'on a compris le sens du mot standardisation qu'on fait les plus beaux projets qu'on ait jamais réalisés. Et en fait, je crois que c'est vraiment ce nouveau langage qu'il faut apprendre. On a vu ce projet de Croydon qu'on a eu la chance de visiter, qui est vraiment un projet tout à fait remarquable. On voit l'esthétique de la façade est tout à fait splendide, l'esthétique des espaces est tout à fait remarquable. Donc, on peut faire de l'architecture avec de la construction hors site, y compris en utilisant la standardisation dont je parlais tout à l'heure. Il suffit simplement de le comprendre et de l'apprendre. Et c'est ce que nous accompagnons, notamment avec le campus hors site, qui est l'école de formation, où on parle du DFMA. J'ai vu qu'il y avait une question sur le DFMA. Oui, il y a une question sur ce que voulait dire le DFMA. Alors, vous pouvez y répondre maintenant, évidemment. C'est ça. Alors, le DFMA est utilisé, bien sûr, par les équipes de Rory. Le DFMA, c'est Design for Manufacture and Assembly. Donc, c'est quelque part concevoir pour fabriquer et ensuite assembler. Et c'est vraiment l'outil de base pour pouvoir concevoir hors site. C'est apprendre à concevoir pour la préfabrication et ensuite pour l'assemblage des éléments sur le chantier. Et un des principes de base du DFMA, c'est de chercher la réduction du nombre de composants pour trouver une réduction du nombre d'heures et trouver donc une réduction du prix. Et en fait, on a des exemples que l'on montre souvent. On montre par exemple un moteur électrique qui au départ a 47 composants. Il faut 22 minutes pour l'assembler. Et en fait, avec un travail de DFMA, on arrive à un moteur électrique avec seulement 12 pièces qui le composent et seulement 12 minutes d'assemblage. Eh bien, on voit qu'on est passé d'un moteur complexe, long à assembler, à un moteur beaucoup plus rapide. Donc, on va gagner en productivité, on va réduire le coût du moteur et puis on va aussi améliorer sa qualité. Eh bien, ça, on peut le réaliser également dans des bâtiments en utilisant le DFMA. Alors, on va faire réagir Olivier Vassart. Il commence à arriver des questions aussi sur le titre, parce que finalement, on a dit acier et construction hors site, une solution décarbonée. Certains se posent la question, on va y répondre dans un instant avec vous et Olivier Vassart. Mais quand même, Olivier Vassart, commentez cette question de standardisation qui, on le voit, finalement, n'est pas antinomique avec de la créativité. Mais, et vous, c'est quoi votre point de vue? Voilà, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, ici sur l'écran, il y a une publication qui a été faite par McKinsey, donc qui est disponible gratuitement au téléchargement. Et ils ont vraiment analysé l'écosystème de la construction aujourd'hui. Et ils arrivent aux mêmes conclusions que celles dont on parle. En fait, aujourd'hui, l'écosystème de la construction, il est très, très fragmenté. Ça veut dire que sur chaque projet, on tente de tout réinventer pour in fine, quand même arriver à une construction finale qui est quand même standardisée. Si on regarde aujourd'hui les bâtiments de bureaux, les dimensions dans les bâtiments de bureaux que les architectes utilisent sont standardisées. Les dimensions, les trames de façade, les trames des pièces dans les maisons, dans les appartements, mais toutes ces trames sont en fait standardisées. Donc, l'effort pour arriver à combiner architecture moderne et standardisation de l'écosystème, industrialisation de l'écosystème, de la construction, le pas est très faible aujourd'hui. En plus, aujourd'hui, on voit des outils qui apparaissent sur le marché, que beaucoup plus de gens utilisent. Le BIM nous aide aussi à aller vers cette standardisation. Alors, les architectes n'aiment pas le mot standardisation parce qu'ils
ils ont peur, je dirais, de perdre la main sur leur créativité. Mais on peut très bien faire des bâtiments ultra complexes avec des éléments standardisés. Donc, beaucoup de gens, et je le vois aussi un peu aujourd'hui, beaucoup de gens limitent la construction hors site au modulaire. Donc, ce que Rory nous a montré, c'est l'ultime, je dirais, de la construction hors site. Mais on peut très bien construire avec des éléments plus standardisés qui vont pouvoir être industrialisés sans pour autant travailler sur un module 3D. Ça veut dire qu'on peut aussi assembler des éléments standardisés sur site. Donc, un exemple que l'on vient… C'est ce que vous faites, hein, vous êtes dans ces innovations-là, c'est justement… Voilà, donc un exemple que l'on vient de lancer, c'est un système de façade préfabriquée, mais totalement plug and play. C'est-à-dire que les éléments de façade vont arriver sur site. Donc, ils peuvent être, je dirais, designés de manière totalement libre. Donc, on a l'entièreté de la liberté architecturale du projet, mais sur le site de construction, ils vont être amenés et directement assemblés. Donc, ils sont préassemblés en atelier, mais ce qui permet un meilleur contrôle de la qualité. On est hors intempéries, hors vent. Donc, on est en position au sol, ce qui permet de très simplement gérer tous les détails. On le sait aujourd'hui, l'efficacité énergétique d'une façade ne va pas se prouver sur papier et sur les mètres carrés, je dirais, les plus communs. L'efficacité énergétique d'une façade va se trouver dans tous les petits détails. Et tous ces petits détails, on peut les contrôler de manière beaucoup plus efficace en hors-site que sur le site de construction. Donc ça aussi, c'est de la préfabrication et de la construction hors-site. Donc l'acier permet de réaliser, d'avoir je dirais, ce lien entre la flexibilité architecturale, la liberté architecturale et l'industrialisation hors site qui va permettre d'augmenter la qualité, et de réduire les coûts et surtout d'augmenter de manière significative la vitesse de construction de nos bâtiments. Alors, merci à vous. On a bien compris les atouts du hors-site. Et alors, le sujet, parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent et c'est au cœur aussi de la thématique, une solution décarbonée. Peut-être que je vais vous passer la parole en premier. Vous laissez continuer, Olivier Vassart, sur cette question de gain carbone que peut être apporté par la construction en acier. Et puis peut-être qu'après, Pascal pourra réagir, parce que finalement, il y a des questions. J'en pose une. On dit pourquoi parle-t-on d'acier et de construction hors site comme une solution décarbonée? La France souhaite mettre en avant les solutions constructives bas carbone comme les constructions en bois. Dans ce contexte, comment les constructions en acier léger peuvent-elles garder une place? Voilà, on est au cœur aussi de cette problématique-là. Et Pascal pourra réagir. Alors, la première chose que les gens, et souvent on pense que le grand public est informé de cela, mais ce n'est pas vraiment le cas. Mais aujourd'hui, l'acier est le matériau qui est le plus recyclé au monde. Alors, pourquoi est-ce que l'acier est le matériau le plus recyclé? Il y a deux raisons fondamentales. La première, c'est qu'il est très facile de séparer l'acier des autres matériaux. Donc, l'acier a des propriétés magnétiques et donc il est très facile de trier, je dirais, l'acier et les autres matériaux. Et la seconde raison, qui n'est pas des moindres, c'est que depuis les années 70-80, la filière acier a donné une valeur marchande à la mitraille, a donné une valeur marchande à l'acier de récupération parce que cet acier de récupération est devenu la matière première pour toute une série de nos sites de production. Donc aujourd'hui, si je prends les aciers de structure qui sont vendus en France par ArcelorMittal, mais l'entièreté de ces aciers de structure proviennent de la filière recyclée. C'est-à-dire que les matières premières, mais ce n'est pas du minerai de fer et du charbon. La matière première, c'est l'acier qui est récupéré sur les sites de construction, l'acier que vous amenez
le week-end dans les centres de recyclage, mais tout ça finit dans nos usines. Alors, quand on veut calculer l'impact environnemental, simplement comparer les matériaux entre eux n'est pas correct. Je veux dire, on ne peut pas comparer une tonne d'acier avec une tonne de béton, avec une tonne de bois, ou un mètre cube d'acier avec un mètre cube de béton ou un mètre cube de bois. Ça ne fait pas de sens. Ces matériaux ne s'utilisent pas de la même façon et n'ont pas les mêmes caractéristiques dans la construction. Donc, ce qu'il faut comparer, c'est un bâtiment A avec un bâtiment B. Alors, la solution, elle n'est pas pour moi monomatériaux. Il serait, je dirais, stupide de penser que l'acier seul est la solution dans le domaine de la construction. Il faut que cet acier soit combiné et soit utilisé où il fait sens. Et ensuite, il faut regarder les bâtiments sur l'entièreté de leur cycle de vie. Je sais qu'aujourd'hui, la réglementation française, je dirais, est un peu bizarre et essaye d'oublier ce qui va se passer à la fin de vie des bâtiments. Mais si on ne veut pas, de nouveau, faire porter la responsabilité de notre échec environnemental aujourd'hui sur les prochaines générations, il faut concevoir des bâtiments et les analyser sur l'entièreté de leur cycle de vie. Et lorsqu'on analyse un bâtiment designé correctement sur l'entièreté de son cycle de vie, la construction acier est équivalente en termes de CO2 à la construction bois. Donc, on arrive aujourd'hui à aller très, très bas en termes de CO2 équivalent. Et depuis quelques mois, on a lancé une nouvelle gamme d'acier décarboné, donc qui est disponible en France, où, en plus de garantir, donc pour les aciers de structure, en plus de garantir que l'entièreté du matériau a été fabriqué à base d'acier recyclé, on garantit aussi que l'entièreté de l'énergie électrique qui est utilisée pour refondre cette mitraille et pour en faire de nouveaux éléments de structure provient d'énergie renouvelable, ce qui fait baisser l'impact environnemental de l'acier à des valeurs très, très, très basses et ce qui permet clairement de designer des bâtiments qui sont très bas carbone. Et le dernier point, en termes, et ça c'est plus pour les architectes, en termes de conception, il faut penser à ce qui va être fait avec les matériaux à la fin du bâtiment. Et si on peut avoir des conceptions, et ça c'est valable pour tous les matériaux, si on peut avoir des conceptions où les éléments peuvent être démontés, donc le bâtiment ne va pas être démoli, mais le bâtiment va être démonté et les éléments vont pouvoir être récupérés et non plus recyclés. Là, on va encore une étape plus loin dans les notions de décarbonisation du bâtiment, car on va pouvoir réutiliser ces éléments. Et c'est là que la standardisation prend aussi tout son sens, parce que si on utilise des éléments plus standards, on va pouvoir plus facilement les réutiliser en fin d'utilisation du bâtiment. Alors, c'est vrai qu'il y a un impact et quelqu'un fait une allusion aussi. Nous n'avons pas le choix. Il existe un système qui est prévu a priori dans la RE 2020, la nouvelle réglementation environnementale, afin de déterminer l'impact carbone. Alors justement, on dit que le calcul donne une faveur au bois. Vous qui êtes dans le bois, Pascal Chazal, si je puis dire, comment vous réagissez? C'est un peu compliqué. On a quelque part une bonne image du bois, l'acier qui peut être tout à fait complémentaire, et on l'a bien vu avec Olivier Vassart, a comme ça, on va dire, une moins bonne idée, moins bonne image. Oui. Alors, effectivement, c'est très intéressant et je rejoins tout à fait Olivier Vassart quand il dit que il n'y a pas une solution de construction. Et que les solutions de construction sont multiples et que l'utilisation des matériaux finalement doit se faire dans la recherche d'avoir le meilleur matériau au meilleur endroit. Alors, il faut pas se le cacher, on vient de vivre des décennies de prédominance du béton en France.
Et aujourd'hui, on le sait tous, l'ère du tout béton, elle est derrière nous. Le béton a un impact environnemental qui est très très fort. Pour autant, on ne va pas se passer du béton. Le béton est un matériau absolument fantastique qui est complètement irremplaçable dans bon nombre de cas. Et puis, les gens du béton vont également travailler beaucoup à l'amélioration de l'aspect carbone du béton. Le bois, de son côté, est un matériau formidable parce qu'il stocke le carbone. Pour autant, tout n'est pas aussi simple que ça, parce que les filières d'approvisionnement, il faut qu'elles se mettent en place. Le bois représente aujourd'hui quelques pourcents de part de marché. On ne va pas faire passer de quelques pourcents de part de marché à 90% de part de marché. Ça n'a pas de sens. Les filières ne sont pas du tout en place aujourd'hui pour répondre à ça. Ça va se faire progressivement et on va utiliser de plus en plus de bois, et j'en suis convaincu. Et puis, en ce qui concerne l'acier, il faut bien dire en France que par rapport à d'autres pays, on utilise beaucoup moins l'acier que dans bon nombre d'autres pays. Alors, on l'utilise assez régulièrement quand il s'agit de faire des grands bâtiments, des entrepôts, des halles industrielles, etc. Mais très peu, finalement, quand il s'agit de construire des bâtiments de bureaux, et encore moins quand il s'agit de construire des logements. Or, dans d'autres pays, on construit des bâtiments de bureaux et des logements avec de l'acier. Et Rorik Bergin nous a montré un excellent exemple tout à l'heure. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut être effectivement dans cette recherche de l'amélioration de l'impact carbone de nos constructions. C'est effectivement un sujet global qui va jusqu'à la fin de vie. Et je pense que l'ensemble des filières doivent travailler pour s'améliorer et que les architectes vont apprendre à utiliser les matériaux au bon endroit, peut-être les mixer entre eux. On a par exemple dans la construction modulaire des acteurs qui sont capables de mélanger sur un même module du béton par exemple dans le plancher, une structure en acier, puis peut-être des façades en bois. Et c'est par la recherche finalement de ce bon matériau au bon endroit qu'on sera capable d'aller vers une réduction de l'impact carbone et de l'amélioration de la qualité de nos bâtiments. Olivier Vassart voulait commenter, sachant qu'il y a un intervenant qui estime, lui, qui dit que le recyclage de l'acier et la production est très énergivore. Vous répondez quoi? Parce que vous avez parlé finalement que c'était le matériau qui se recyclait le mieux. Je pense voilà, je ne connais pas ce monsieur. Je pense qu'il faudrait qu'il regarde la production d'acier du 21e siècle. Et il est clair que dans les années 50 et 60, les vieux au fourneau étaient, je dirais, étaient très énergivores, étaient très, très complexes et émettaient énormément de CO2. Aujourd'hui, on a développé énormément de nouvelles technologies qui ont permis de réduire de manière très significative l'impact environnemental de l'acier. Et la partie recyclage de l'acier, ce qu'on appelle les fours électriques, permettent de mettre sur le marché des aciers à très très bas carbone. Donc, lorsqu'on fait l'analyse du cycle de vie, même avec la CV dynamique française, lorsqu'on utilise ces aciers à base, je dirais, de matériaux recyclés, hein, on est très très bas pour la partie construction. Donc, même si on oublie et qu'on fait fi dans notre démarche mentale de ce qui va se passer, en fin de vie, mais les valeurs sont tellement basses en termes de contenu carbone en début de construction qu'on arrive à faire ça de manière totalement décarbonée. C'est clair qu'aujourd'hui, et ça je suis d'accord avec les commentaires et les intervenants, l'acier n'a pas aujourd'hui sur le marché cette image de matériaux bas carbone. Je dirais, l'industrie de l'acier doit clairement plus communiquer, et c'est pour ça aujourd'hui aussi qu'on est là avec vous. C'est pour, je dirais, c'est pour vous montrer ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec l'acier. Et je pense que beaucoup d'architectes et aussi beaucoup d'ingénieurs et de gens qui font de l'analyse environnementale pense à l'acier comme de la façon dont on le produisait au
au siècle dernier et pas de la façon dont on le produit aujourd'hui. Merci à vous. Alors, Rory Berging, I know that you write an answer, but it's important for all people who are following us to have also your answer to a question. A question about connection of components. You are with us, Rory? Yeah. Wires, electricity. A lot of people want to know how the modules connected to each other for electricity and plumbing specifically. Yeah, so what we try to do is we try to bring all the internal plumbing for each module together to a single point, so that when the connections are made, it's all made within a single zone in the building. And that means that for maintenance and replacements, then all those connections can be checked together very quickly. For tall buildings, we tend to make about 70% of the project in the factory. So there is still work to be done in the corridors and in the common areas at the top and at the bottom of the building. And we also, so sometimes the plumbing and mechanical systems people go to the factory and do most of their work in the factory, and then the module comes to site, and then the same people finish the system, because for insurance, you often need the same people to work on the same system and project to make sure that everything meets regulations. So it's still using relatively traditional materials and methodology, because again, for insurance and maintenance, you don't want to go too far beyond traditional materials and methodologies, which is an interesting point about all of this, that actually sort of regulation and insurance is acting to slow down progress, in my opinion. That there are systems and approaches that we could use, and we could move faster. But in order to insure buildings and in order to get regulatory approvals, they kind of, if something is unfamiliar, an insurer will say no. If something is regulated, will say no. And I imagine it's the same in France as it is here in the UK and probably across Europe. It's regulation and compliance slows down the speed of progress. C'est un vrai sujet. Pascal voulait réagir, peut-être un mot, Pascal Chazal? Oui, ce que Rory est en train de dire, c'est que finalement, les connexions, notamment des systèmes de plomberie, d'électricité, etc., sont assez traditionnelles. Elles sont réalisées en partie dans les modules à l'usine et puis en partie sur le chantier. Ce sont les mêmes équipes qui réalisent les deux pour des problèmes d'assurance. Et ce que Rory dit, c'est que le système d'assurance a tendance un peu à tuer l'innovation, parce que si on essaie d'amener quelque chose de très innovant, eh bien finalement l'assurance dit non. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve également en France. Et je pense qu'on a de vraies évolutions à faire dans ce domaine-là. Je vais citer juste un petit exemple. Dans le bâtiment, on a des systèmes de connexion de plomberie qui sont des connexions souvent assez complexes à réaliser. Moi, j'étais en visite chez un fabricant de connecteurs automobiles il n'y a pas longtemps. Il m'a montré des connecteurs qui sont utilisés sur les moteurs de voitures et sur les moteurs de camions, dans lesquels circulent de l'eau ou de l'huile à haute température et à haute pression. Et les connecteurs, c'est les mêmes que vous avez sur votre tuyau d'arrosage, Nathalie. Ça fait clic, ça se branche, on déclic, ça se débranche. Et voilà, c'est des choses qu'on aimerait bien sûr voir arriver dans notre monde de bâtiment pour être capable de faire mieux, plus vite et moins cher. Mais on a bien sûr toutes nos réglementations à faire évoluer. Si je peux faire un commentaire. Alors, on a beaucoup de questions encore qui arrivent. On va prendre un petit peu de temps. Oui. Allez-y, Olivier. Il y a le temps de la connexion. Il y a une société au Portugal qui travaille aussi dans la construction modulaire, qui a mis au point des systèmes plug and play en ce qui concerne, je dirais, les connexions pour l'eau, pour l'électricité, pour l'évacuation des eaux entre les différents modules. Donc, le système comme l'a expliqué Pascal Chazal, c'est pas beaucoup plus compliqué que le tuyau d'arrosage. Le système vient se clipser et ensuite, dans un box,
on ferme le système et c'est étanche. Voilà, et c'est la même chose pour l'électricité. Mais lorsque vous mettez le chargeur de votre téléphone dans une prise, ben, vous avez le courant qui passe. Mais là, ils ont les mêmes types de systèmes qui sont mis en place pour l'électricité. C'est clair que d'un point de vue normalisation, il y a du travail à faire, d'un point de vue normalisation, d'un point de vue assurance, d'un point de vue suivi qualité, mais des systèmes commencent à arriver sur le marché pour pouvoir connecter de manière automatique ces modules entre eux. Alors, il y a une question un peu plus globale, mais qui finalement regarde aussi ce sujet, c'est sur les métiers. Quels métiers ou champs de compétences, formation, sont aujourd'hui nécessaires pour outiller les futurs jeunes apprentis? Sur cette question de métier, vous en parliez aussi, Olivier Vassart. Il y a moins de monde peut-être sur les chantiers, plus de monde en amont. Bon, c'est un sujet assez global, hein, mais qui est important, ce sujet de la formation aussi à ces métiers. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, lorsqu'on analyse l'industrialisation de la construction, donc, moi je vais prendre le monde de l'acier parce que c'est le monde, le monde que je connais, mais tout ce qui est assembleur-soudeur, par exemple, ben, sont des métiers qui sont aujourd'hui totalement en pénurie. Donc ce sont, des gens qu'on a difficile à trouver sur le marché et où les filières techniques devrait plus se développer parce qu'il y a clairement une demande croissante sur le marché. Et alors, on voit aussi que ce qui est demandé aux gens, il y a quand même un mouvement vers la digitalisation, c'est-à-dire lorsqu'on travaille dans l'industrialisation de la construction, eh bien, on va vers des choses répétitives, des choses beaucoup plus digitales, des lectures de plans digitales. On voit aujourd'hui des tables d'assemblage où le plan, c'est pas un plan papier qui se trouve à gauche. Directement, les éléments sont projetés, sont projetés par laser sur la table et l'assembleur doit simplement, venir mettre les pièces les unes à côté des autres. Mais ça veut dire que derrière ça, il faut des gens pour créer ces modèles. Il faut donc, il y a une digitalisation de la construction qui est en train d'arriver. Et donc, tous ces métiers doivent, tous ces gens doivent être formés et il faut assez de gens disponibles pour pouvoir faire cela. Pascal? Oui, je crois qu'on touche un point très important, hein. Olivier l'a dit tout à l'heure. On a une pénurie de compétences dans le monde du bâtiment. On sait qu'aujourd'hui, en France, 80% des entreprises peinent à recruter. Donc, ça veut dire qu'on manque de bras sur les chantiers et le mouvement vers la construction hors site qui est en train de se produire, justement, c'est pour essayer de répondre à cette problématique. Alors, pourquoi est-ce qu'on manque de bras? Eh bien, parce que finalement, les jeunes sont peu attirés par les métiers du bâtiment aujourd'hui. Le monde du bâtiment, c'est un monde difficile. Les conditions sur le chantier sont difficiles. Sur le chantier, il faut y aller. On passe beaucoup de temps dans une camionnette. Et on voit qu'on a du mal à remplir, par exemple, les filières d'apprentissage. Aller vers la construction hors site, c'est très séduisant pour les jeunes. Il y a un véritable attrait de quelque chose de nouveau. La construction hors site fait partie de ce qu'on appelle les méthodes modernes de construction qui vont intégrer bien sûr toutes les données du digital et du numérique que sont le BIM, mais que sont aussi la robotique, les machines à commande numérique, les imprimantes 3D, etc. Tout ça plaît beaucoup aux jeunes, donc ils sont attirés par la construction hors site. Et puis surtout, quand on va fabriquer dans un atelier, dans une usine, on va pouvoir créer des conditions de travail qui seront bien meilleures. On va pouvoir mettre en place de la formation comme jamais on pourra le mettre sur un chantier, parce que dans une usine, il fait toujours beau, les conditions sont bonnes, on a une productivité qui est meilleure, donc on peut prendre plus de temps pour la formation. Donc voilà, le vrai succès de la construction hors site va arriver avec ça. Et les besoins de formation sont immenses, ils sont à tous les niveaux.
C'est très transversal. Ça commence, je dirais, dans le monde politique. Il faut comprendre le besoin d'aller vers la construction hors site quelque part pour notre pays. Et puis, ça va être aussi chez les promoteurs, chez les développeurs, chez les architectes, dans les bureaux d'études, dans les bureaux de contrôle. Les besoins, ils sont partout, en fait. Alors, on va arriver à la conclusion de ce webinaire. Peut-être, it's nearly the end of the webinar. Do you want to say something in conclusion, Rory Berging? Well, thank you for inviting me. It's been an interesting discussion. Perhaps next year I can do it in French. Thanks, Rory. Thanks very much, Rory. It was very interesting. Alors, vous voulez dire un mot de conclusion, Olivier Vassar, parce qu'il y a aussi quelques questions quand même. Il y a encore une question qui se pose, quid de l'acier et de la RE 2020? Vous voyez, ça n'arrête pas de revenir, cette solution carbone. Un interlocuteur, un participant disait tout à l'heure, j'ai besoin d'infos encore plus concrètes et tout. Où est-ce qu'on peut aller voir tous ces détails? Parce que là, on a sensibilisé ceux qui nous suivent. Vous avez commencé à donner des exemples, mais visiblement, il y a une appétence sur le sujet et d'y voir un peu plus clair. Mais en fait, premièrement, ils peuvent aller soit sur le site de Stelligence, c'est facile à trouver, vous tapez Stelligence dans Google, ou alors ils peuvent simplement envoyer un email à Stelligence, donc STELIGENCE, @arcelormittal.com. Si vous mettez mon dernier slide, c'est marqué en grand dessus, comme ça les gens peuvent directement nous envoyer un email. Alors, en ce qui concerne la RE 2020, mais on a on sait, c'est pas celui-là, c'est le suivant, je pense, voilà. Donc ici, voilà, ils peuvent envoyer, il y a l'adresse du site web et l'adresse mail où ils peuvent directement envoyer n'importe quelle question, pas nécessairement liée au hors-site, n'importe quelle question sur l'acier peut être envoyée à cette adresse email. Alors, en ce qui concerne la RE 2020, il est clair qu'on va devoir passer par ces analyses de cycle de vie. Donc, nous, on a un service qui peut aider les architectes, les entreprises et les bureaux d'études à réaliser ces analyses de cycle de vie. Bon, c'est un service gratuit, donc c'est pas une offre de prestation que je fais là, c'est un service qu'on donne aux entreprises qui veulent étudier les solutions acier. Et alors, on est en train de préparer des FDES qui vont être compatibles avec la RE 2020. Alors bon, comme je ne sais pas s'il y a d'autres industriels connectés, mais aujourd'hui, la réalisation de FDES est un petit peu le parcours du combattant, c'est-à-dire que je dirais le nombre de reviewers étant limité et limité par les pairs, mais il devient très compliqué de trouver des reviewers. Tout le monde doit avoir fini ses FDES avant la fin de cette année, mais on est confiant qu'elles seront que de nouveaux FDES seront dans la base Ignace avant le mois de décembre. Merci à vous. Alors, Pascal Chazal, aussi un mot de conclusion? Peut-être que sur l'impact carbone, quelque chose d'intéressant, et d'ailleurs, je reviens à Rory Berging et à HTA qui, sur un autre projet qui a été livré l'année dernière, qui est Greenford Quay, il me semble. C'est un projet de 379 logements qui ont été livrés à Londres en construction modulaire acier avec des planchers béton. Et ce projet avait été initialement prévu en construction classique, traditionnelle béton, coulé sur le chantier. Et donc, il y a eu une analyse de cycle de vie comparative qui a été faite par l'université de Heriot-Watt en Angleterre. Et l'analyse comparative de cycle de vie entre la construction traditionnelle prévue initialement et puis la construction modulaire acier et plancher béton a montré que sur le radar de l'analyse de cycle de vie, on était meilleur entre 10 et 30% sur l'ensemble des points du radar d'analyse de cycle de vie. Et ça, c'est lié à l'utilisation, bien sûr, de l'acier plutôt que du béton, mais également aussi à la préfabrication. Il faut savoir que quand on va transférer des heures de l'atelier au chantier, on va aussi améliorer l'impact carbone parce qu'on va mieux gérer les matériaux, mieux utiliser les matériaux, on va mieux gérer les déchets et puis on va aussi réduire considérablement le nombre de transports. Sur cette opération, par exemple, ils ont fait la démonstration qu'ils avaient réussi à diviser par 5 le nombre de camions qui arrivaient tous les matins sur le chantier. Donc, vous voyez, l'impact carbone
est aussi lié à la préfabrication, à la construction hors site. Évidemment, si on veut avoir plein d'infos, il y a le magazine hors site, hein, Pascal, puisqu'il y a des besoins d'informations sur le sujet. On fait un peu de pub. Le magazine hors site et le campus hors site. Je vous invite à regarder aussi le campus hors site, puisqu'on y trouve des formations gratuites en ligne, donc des modules en e-learning gratuits. Et ils sont gratuits parce qu'on est soutenu par une quarantaine de partenaires que vous trouverez également sur le site du campus, qui sont des partenaires qui reconnaissent aujourd'hui la nécessité de se former pour pouvoir développer la construction hors site. Merci à vous. Alors, je redonne vos noms et vos fonctions parce qu'il y avait un besoin aussi, peut-être quelqu'un qui nous avait rejoint en cours de route. Merci à vous, Pascal Sajal, donc CEO de Patch Conseil, du magazine hors site et de Campus hors site. Merci à Olivier Vassar, donc CEO de Stelligent by ArcelorMittal, et puis à Rory Berging, thank you very much, qui est architecte associé au cabinet britannique HTA Design LLP. Merci à vous de nous avoir suivis nombreux et d'avoir posé beaucoup de questions autour de ce sujet. Olivier Villeneuve, vous voulez rajouter un mot de conclusion à ce webinaire? Non, pas vraiment de conclusion. Je voulais juste en profiter pour remercier tout le monde de leur présence, que ce soit nos intervenants ou les gens qui ont suivi le webinaire, et informer tout le monde que ce sera mis à disposition sur la plateforme en question. Vous recevrez des mails si vous voulez reconsulter le webinaire sur la plateforme, et nous le mettrons également sur les chaînes YouTube en ce qui nous concerne de hors site le magazine, et peut-être également du côté de chez nos amis de Stelligent. Voilà, merci à tous et à toutes. Exactement. Merci à tous et bon après-midi, et merci de nous avoir suivis. Merci encore. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous. Thank you. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.